Les experts d'Europe 1. Thomas Soto. Ils sont là les experts, Axel de Tarlet pour l'économie, Sophie Larmoyer pour l'international et Géraldine Vosner pour le vrai faux. Bonjour à tous les trois. Bonjour Thomas. Axel, voilà qui ne devrait pas déplaire à notre invité à 7h45, Arnaud Montebourg. La mondialisation recule. Le commerce de marchandises est en baisse. C'est un renversement historique. Faut-il s'en inquiéter ou s'en réjouir, Axel ? Alors, les faits tout d'abord, vous avez raison, c'est un renversement historique parce que depuis une trentaine d'années, les échanges mondiaux progressaient 2 fois plus vite que la croissance mondiale. Et bien, c'est fini. Cette année, selon l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, le commerce mondial n'augmentera que de 1,7%, alors que la croissance du monde, elle, sera de 2,2%. Donc oui, on peut parler de démondialisation. Mais pourquoi ce recul de la mondialisation ? Que s'est-il passé ? On avait l'impression d'un mouvement inexorable. Eh ben d'abord, le ras-le-bol des peuples. Vous avez vu Donald Trump aux États-Unis qui veut taxer à 45% les produits, les importations chinoises. En Europe, plus personne ne veut du traité de libre-échange Europe-Amérique. C'est le retour du protectionnisme. Ce que déplore au passage l'OMC qui dit que fatalement, ça va appauvrir l'économie du monde. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la mondialisation quand on voit qu'un pot de yaourt parcourt des milliers de kilomètres avant d'atterrir dans notre frigo ? Enfin, pardon. Alors voilà, ça c'est l'autre explication du recul de la mondialisation, c'est une explication beaucoup plus positive. Vous avez raison, les multinationales ont mis un coup d'arrêt à cet éclatement de la chaîne de production, ce grand carnaval qui fait qu'un objet fait 3 fois le tour de la Terre. Ça revient finalement très cher et puis surtout, c'est très complexe à gérer. Accessoirement, d'ailleurs, c'est ravageur pour la planète en termes d'émissions de CO2. Donc oui, on observe, c'est la nouvelle mode, un raccourcissement de la chaîne de production. On essaye de produire plus près du consommateur, c'est finalement plus simple et ça revient finalement moins cher. Et puis l'autre phénomène qui est concomitant, c'est que la Chine ne peut plus d'ailleurs être l'atelier du monde. La Chine veut réorienter son économie vers les services, vers la consommation intérieure. Voilà donc les phénomènes qui expliquent ce recul de la mondialisation. Donc vous voyez, pour répondre à votre question du début, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou s'en réjouir ? Je dirais qu'il faut plutôt s'en réjouir, oui, parce qu'on assiste à un rééquilibrage de l'économie mondiale plus durable, et donc plus durable sur le plan économique et sur le plan écologique. Et ça, c'est important. Le plan écologique, c'est fondamental pour les années, les décennies qui viennent. Sophie Larmoyer, les hommages se succèdent en provenance du monde entier pour saluer le parcours de Shimon Peres. À l'instant, c'est Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Shimon Peres était par-dessus tout un homme de paix, mais plus sincère condoléances à ses proches et à la population d'Israël. Il s'est éteint cette nuit à l'hôpital où il avait été admis il y a 2 semaines pour un AVC. Shimon Peres, c'est une personnalité qui aura marqué l'histoire de son pays et de toute la région. Imaginez, Shimon Peres était entré en politique à 25 ans grâce à David Ben Gourion, le fondateur d'Israël. Première élection au Parlement à 36 ans et il a mis fin à sa carrière il y a seulement 2 ans, à plus de 90 ans en quittant la présidence du pays. Et justement, le principal héritage politique de Shimon Peres, c'est cet engagement en faveur de la coexistence entre juifs et arabes. Et on comprend la force de ses convictions en réécoutant sa voix grâce à cette archive européenne d'un jour historique, celui de la signature des accords d'Oslo le 13 septembre 1993 à Washington. Peres en était le principal négociateur comme ministre des Affaires étrangères d'Yitzhak Rabin. Pour chaque chose, il y a une saison. Et il y a un temps pour être né, et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour tuer, et il y a un temps pour soigner. Il y a un temps pour rire, et un temps pour pleurer, et un temps pour aimer, et un temps pour haïr. Il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix. Mesdames et messieurs, le moment pour la paix est venu. Voilà, c'est Benoît Laporte, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis à l'époque, qui traduisait Shimon Peres. Très fort, effectivement. Bon, c'est un de ces discours qui font vraiment l'histoire, la vraie histoire. On se rappelle quand même que Shimon Peres n'a pas toujours été la colombe dont on se souvient comme prix Nobel de la paix. Il a eu un long parcours. Voilà, et même après avoir reçu ce prix en 96, par exemple, il est Premier ministre quand plus de 100 civils sont tués par les bombes israéliennes dans le village libanais de Cana, dans un camp de réfugiés de l'ONU. Peres a aussi cautionné dans les années 70 l'implantation des premières colonies en Cisjordanie occupée. Il était alors ministre de la Défense, un secteur qu'il connaissait bien dès les années 50, alors que les Britanniques et les Américains imposent un embargo. Shimon Peres obtient des armes auprès de la France. Et il a été ensuite, et on le sait moins, le père du programme nucléaire israélien. Absolument, avec la construction du réacteur de Dimona, programme controversé, mais Peres était convaincu avec le recul que l'effet de dissuasion avait joué en faveur de la paix. Alors faucon ou colombe, Peres disait au magazine Time l'hiver dernier que c'était pas lui qui avait changé, mais la situation. Tant que l'existence d'Israël était menacée, il était faucon, et dès qu'il avait senti que les Arabes étaient ouverts à la négociation, c'est ce qu'il avait préféré aussi. Et on retiendra
ces mots. Il y a un temps pour haïr et un temps pour aimer. Le temps de la paix est venu. C'est ce qu'on retient ce matin de Shimon Peres, que vous réentendrez d'ailleurs tout à l'heure à 8h15, puisque Jean-Pierre Elkabbach vous proposera un montage de ses meilleures interviews. Il l'avait rencontré à plusieurs reprises. Le vrai faux tout de suite. Le vrai faux avec vous, Géraldine Vosner, et l'infatigable optimiste Bruno Le Roux. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée, soutien de François Hollande, s'est retrouvé bien embêté hier pour commenter les mauvais chiffres du chômage au mois d'août, mais sur Sud Radio, il ne se démonte pas. Tout le monde dit toujours que nous sommes optimistes, mais depuis 2012, toutes les prévisions du gouvernement ont été tenues, voire dépassées. Ouh là là, toutes les prévisions du gouvernement ont été tenues depuis 2012. Vrai ou faux, on a une petite idée quand même. C'est faux, Thomas. Il y a même de quoi se pincer. Non, il y a quand même de quoi se pincer quand on reprend les documents budgétaires adoptés par ce gouvernement. Décembre 2012, première loi de finances, elle anticipe une croissance de 0,8%. Pierre Moscovici, ministre de l'économie, nous promet alors que le déficit va repasser, c'est juré, sous la barre des 3%, que les dépenses de l'État bougeront pas. En réalité, elles vont progresser de 10 milliards, la dette et le déficit se creuser et la croissance stagner à 0,3%. Année suivante, loi de finances 2014, le gouvernement prévoit toujours une croissance confortable, 0,9%, un léger recul du taux de prélèvements obligatoires. Or, en 2014, les impôts atteignent des sommets, la dette publique explose et le déficit se creuse, 4% du PIB. On est loin alors des 2,2% promis au début du quinquennat. Bon, le gouvernement s'est trompé, mais il a rectifié le tir. C'est vrai, face aux critiques des économistes, le gouvernement ajuste ses prévisions dans les lois de finances rectificatives, modère son optimisme, et puis en 2015, il change complètement de braquet. Cette année-là, il adopte des prévisions carrément en dessous de ce qu'attendent les spécialistes. Une croissance modérée, un déficit énorme, 4,3% du PIB, ce qui lui permet, Thomas, quand les vrais chiffres tombent, 3,5%, de dire « Regardez, on a fait beaucoup mieux qu'attendu ». Et oui, une stratégie payante, faut le reconnaître, qui a le double avantage de rassurer Bruxelles et l'opinion publique. Donc les prévisions ont bien été tenues, mais seulement depuis 2 ans. Et ça va pas durer. Le ministre de l'économie doit présenter tout à l'heure son projet de loi de finances pour 2017, que le Haut Conseil des finances publiques juge déjà peu réaliste. Il prévoit une croissance d'1,5%, un déficit ramené à 2,7% du PIB dès l'an prochain. Personne n'y croit, mais vous savez, tout devient possible avant une présidentielle. Il y a un candidat à la présidentielle, François Hollande, qui avait promis 0 de déficit public en 2017. Ça, on n'y sera pas. Donc Didier Migaud a dit que c'était improbable, un déficit en dessous de 3%, ce qui fait que sous Hollande, les 3% n'auront jamais été respectés. Et ben voilà, c'est dit, c'est envoyé, c'est le vrai faux. Ce sont les experts. À demain les amis.